La pauvre employée s'est endormie dans le fauteuil de son patron millionnaire, sans imaginer qu'il rentrerait plus tôt chez lui et... Claire Dupuis vivait à Montreuil, dans une petite rue sans éclat où les immeubles en béton gris semblaient avoir renoncé à toute ambition esthétique. À 32 ans, elle portait une fatigue silencieuse dans les épaules, résultat d'une décennie à enchaîner des contrats précaires, à se lever avant l'aube pour attraper des trains bondés et à rentrer après le coucher du soleil. Elle vivait seule dans un studio modeste, et si le silence y régnait, ce n'était pas par choix. Les dettes laissées par son père décédé, un ancien artisan au grand cœur mais piètre gestionnaire, étaient devenues un fardeau qu'aucune assurance n'avait effacé. Alors Claire avait appris à vivre avec moins de confort, moins de rêves, moins d'espace pour l'espoir. La proposition d'emploi était arrivée comme un appel inattendu, presque suspect. Une agence de placement haut de gamme l'avait contactée après avoir vu son profil actualisé en ligne. Un poste d'employé de maison à temps plein dans une demeure privée à Neuilly-sur-Seine. Le salaire était 2 fois supérieur à ce qu'elle avait connu jusque-là. Pas de famille à gérer, aucune présence d'enfants ou d'animaux, juste l'entretien d'une grande maison et le respect absolu de la discrétion. Elle avait dit oui sans réfléchir, comme si un simple « oui » pouvait suffire à ouvrir une porte qui, jusqu'ici, était restée obstinément close. La première fois qu'elle vit la demeure, elle crut s'être trompée d'adresse. Une maison de pierre claire, discrètement nichée entre 2 résidences encore plus imposantes, protégée par de hauts murs et une grille automatique silencieuse. À l'intérieur, tout respirait le raffinement silencieux. Parquet ancien restauré, murs d'un blanc immaculé, œuvres d'art abstraites subtilement éclairées, et surtout, une propreté méticuleuse. C'était une maison où chaque chose semblait avoir sa place, mais aussi où chaque chose paraissait avoir été choisie sans chaleur. Luc Morel, le propriétaire, était un homme difficile à cerner. Grand, toujours impeccable dans des costumes sombres, les traits durs et les yeux sombres, il parlait peu. Il avait 39 ans, dirigeait plusieurs sociétés dans les secteurs du design industriel et de la logistique de luxe, et ne semblait avoir d'attache avec personne. Les rares fois où Claire l'avait croisé dans les couloirs, il s'était contenté d'un signe de tête poli, sans jamais chercher à établir un quelconque contact. Il ne criait pas, ne faisait pas de remarques déplacées, mais son silence pesait plus que 1000 mots. Pourtant, Claire trouvait dans cette maison une forme de stabilité étrange. Elle respectait scrupuleusement ses horaires, nettoyait avec soin chaque recoin des 3 étages, préparait les repas selon les instructions précises laissées par un assistant et remettait tout en ordre avant de disparaître comme une ombre. Elle n'était pas invisible, mais elle faisait tout pour ne pas exister davantage que nécessaire. Avec le temps, elle avait appris à deviner les habitudes de Luc. Les jours où il restait enfermé dans son bureau du 2e étage, ceux où il recevait 1 ou 2 collaborateurs pour des réunions discrètes, et les rares matins où il quittait la maison avant l'aube pour ne revenir qu'au cœur de la nuit. C'était une vie ordonnée, presque clinique. Claire avait cessé de rêver d'autre chose. Elle se disait que tant que les factures étaient repayées, tant que personne ne venait frapper à sa porte pour réclamer ce que son père n'avait pu rembourser, cela suffisait. Elle avait renoncé à l'idée de partager un quotidien, de construire quoi que ce soit. Chaque jour passé sans heurts était une victoire, et dans cette maison figée, elle avait trouvé un rôle à jouer. Mais il y avait un espace dans la demeure qui lui résistait encore, le bureau de Luc. Une pièce interdite, sauf pour un dépoussiérage hebdomadaire qu'elle devait effectuer en son absence. Là, parmi les boiseries sombres et les étagères couvertes de livres et de dossiers, trônait une large poltrona en cuir noir, usée par le temps. C'était, pensait-elle, la seule chose de la maison qui semblait habitée. Chaque semaine, elle passait un chiffon humide sur les accoudoirs, observait les marques laissées par les coudes, l'éclat du cuir patiné, et ressentait une présence. Ce fauteuil lui donnait l'impression étrange d'être le cœur battant de cette maison glacée. Un jeudi soir, après une journée harassante passée à réorganiser les dressings, nettoyer les rideaux, cirer les escaliers et préparer un dîner d'affaires finalement annulé à la dernière minute, Claire monta pour une dernière vérification. Le silence régnait, pesant. Le bureau, comme toujours, l'attendait, intact. Elle entra, rangea quelques feuilles éparses sur le bureau et, cédant à une fatigue plus forte qu'à l'accoutumée, s'assit sur la fameuse poltrona. Un instant seulement, se disait-elle. Juste un instant pour souffler.
Le cuir, tiède, épousa son dos avec une familiarité troublante. Le silence de la pièce semblait s'épaissir autour d'elle. Ses paupières, lourdes, tombèrent doucement. Elle ne voulait pas dormir. Elle voulait juste se reposer une minute, peut-être deux. Mais le sommeil ne demanda pas la permission. Il s'empara d'elle sans bruit comme un voleur dans la nuit, et Claire, pour la première fois depuis longtemps, s'autorisa à oublier le monde, sans savoir que cette simple défaillance allait briser le fragile équilibre de son univers. Le tic-tac régulier de l'horloge murale fut la seule chose qui accompagna le silence dense de la pièce, comme si chaque seconde s'étirait dans un souffle presque imperceptible. Le bureau baignait dans une pénombre paisible, seulement troublé par le clignotement distant d'un signal lumineux provenant du portail principal. Le reste de la maison demeurait figé, enveloppé dans un calme quasi surnaturel. Claire dormait profondément, le dos légèrement courbé, les mains posées sur ses genoux, la tête penchée sur le côté. L'ombre de ses cils dessinait un arc discret sur ses joues pâles, et une mèche de cheveux s'était échappée de son chignon pour tomber doucement sur son front. Elle ne rêvait pas. Son corps entier semblait s'être déconnecté du poids des heures, des marches montées et descendues, des verres polis avec soin et du repas qu'elle avait préparé pour rien. Cette nuit-là, elle n'avait pas écouté sa prudence habituelle. Elle n'avait pas vérifié l'agenda de Luc pour s'assurer de son absence prolongée. Il était censé rentrer le lendemain en fin d'après-midi, selon les consignes laissées à son assistant. Claire avait cru pouvoir s'accorder ce moment, ce court instant de relâchement dans un espace interdit, mais vide, pensait-elle. Mais Luc Morel n'était pas à Lyon, ou plutôt il l'avait été, brièvement. Une réunion avait été annulée, un contrat repoussé. Il n'avait prévenu personne de son retour avancé, comme c'était souvent le cas. Il avait pris la route de nuit, préférant éviter le tumulte du matin parisien. Quand la voiture l'avait déposé devant sa grille, il n'avait pas appelé pour annoncer son arrivée. Il était entré avec son code personnel, traversant l'allée sans bruit, la valise roulante suivant son pas mesuré. À l'intérieur, tout était à sa place, trop à sa place. Il détestait ce sentiment, cette impression que sa maison était plus ordonnée qu'il ne l'était lui-même. Il posa ses clés sur la console de l'entrée, retira son manteau et monta directement à l'étage. Il voulait passer au bureau, vérifier quelques dossiers. Il n'alluma pas les lumières, habitué à la configuration des lieux. La porte du bureau n'était pas fermée à clé. Elle ne l'était jamais. Elle grinça légèrement lorsqu'il la poussa, mais le bruit qui l'arrêta net fut tout autre. Une respiration, calme, régulière, humaine. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, figé, presque incrédule. La lumière lunaire filtrée par les stores dessinait une silhouette nette sur le fauteuil. Claire, endormie, vulnérable, comme si elle appartenait à cet endroit. Un paradoxe complet. Elle, si discrète, si méthodique, dans la pièce qu'il gardait pour lui, là où personne n'avait jamais osé s'attarder. Luc ne bougea pas. Il resta là, plusieurs secondes, peut-être une minute entière. Son visage ne trahissait rien. Pas de colère immédiate, pas d'agacement. Juste cette immobilité étrange, comme s'il observait quelque chose d'irrationnel et ne savait comment réagir. Finalement, il fit un pas en avant. Le bruit léger de sa chaussure sur le parquet fit sursauter Claire. Elle se redressa d'un coup, le cœur battant à ses tempes, les yeux encore embués de sommeil. Son regard croisa celui de Luc, et pendant une fraction de seconde, tout son monde s'écroula. Monsieur, je suis désolé, vraiment, je ne voulais pas, je pensais que vous... » Elle ne termina pas. Sa voix tremblait, son souffle était court. Elle se leva d'un bond, remit une mèche de cheveux derrière son oreille et recula d'un pas, les joues en feu. L'humiliation la foudroya avec une force presque physique. Elle attendait la sentence. Un mot, un geste, une porte qu'on lui montrerait. Mais Luc ne fit rien. Il l'observa un instant encore, puis dit simplement « Vous pouvez rentrer chez vous. » Aucune intonation particulière, pas de reproche, pas de menace, juste cette voix calme, distante, presque dénuée de tout. Claire hocha la tête, murmura un « merci » à peine audible et quitta la pièce, le cœur battant si fort qu'elle en avait mal. Elle descendit les escaliers à la hâte, enfila sa veste à l'envers, attrapa son sac et franchit la porte sans même oser regarder en arrière. Dans le taxi, elle resta silencieuse, les mains crispées sur ses genoux, ruminant chaque seconde de cette scène absurde. Elle s'en voulait, de s'être endormie, d'avoir trahi la confiance implicite.
de s'être laissée aller, ne serait-ce qu'un instant. C'était inacceptable. Elle avait franchi une limite, et elle savait ce que cela coûtait. Demain, il y aurait une lettre, ou un appel, un renvoi, poli ou brutal. Elle se préparait déjà à cela. Mais le lendemain, rien ne se passa comme elle l'avait imaginé. Elle se présenta à la demeure à 8 heures précises. Le portail s'ouvrit automatiquement. La maison semblait inchangée. À l'intérieur, aucun mot, aucun reproche, aucune lettre. Luc n'était pas visible, comme souvent. Elle trouva un mot sur la table de la cuisine, écrit par l'assistante habituelle, avec les consignes de la journée. Rien de plus, rien de moins. Comme si la nuit précédente n'avait jamais existé. Claire exécuta ses tâches avec une précision presque mécanique. Elle évitait le bureau, bien sûr. Elle évitait aussi son reflet dans les miroirs, de peur d'y voir la honte inscrite sur son visage. Mais l'étrangeté de la situation commença à s'insinuer en elle. Il ne l'avait pas renvoyée, il ne l'avait même pas évoquée. Était-ce une forme de clémence, une manière de l'ignorer, ou autre chose? Les jours suivants passèrent, marqués par le même silence étrange, mais quelque chose avait changé. Dans l'air, dans la manière dont Luc la saluait, à peine plus qu'un regard mais différent. Dans les objets qu'il déplaçait, dans les portes qu'il laissait entr'ouvertes, des détails, presque rien. Mais pour Claire, ces presque rien valaient 1000 mots. Elle comprit alors qu'une ligne invisible avait été franchie, pas une ligne de pouvoir ou de hiérarchie. Une autre, plus subtile, une ligne faite d'habitudes, de silences acceptés, de distances tacites. Et cette ligne-là, une fois rompue, ne pouvait plus être effacée. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette nuit-là, dans ce fauteuil-là, elle avait éveillé quelque chose qu'elle ne saurait nommer, ni lui non plus. Pas encore. Le mercredi suivant, Claire arriva plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore pâle, les rues presque vides. Elle avait à peine dormi, hantée par l'angoisse d'un mot, d'un geste, d'une réaction tardive. Elle s'attendait à ce que la décision tombe comme une lame, une conversation formelle, une mise à pied enveloppée de courtoisie, un licenciement dissimulé derrière des raisons administratives. Pourtant, encore une fois, rien. La routine semblait avoir repris son cours avec une exactitude presque troublante. Luc avait quitté la maison dès l'aube, laissant derrière lui un agenda chargé griffonné sur un carnet. Les tâches à faire n'avaient pas changé, la maison non plus. Mais Claire, elle, ne ressentait plus le même espace. Chaque pièce avait désormais une tension sourde, comme si l'air y portait une mémoire nouvelle. Et le bureau, pourtant verrouillé pendant 2 jours, était à nouveau accessible. Aucune allusion, aucun mot. Tout était à sa place, même le fauteuil. Rien ne signalait qu'elle y avait dormi. Rien, sauf elle. Son trouble était tel qu'elle se surprenait à faire tomber des objets qu'elle maîtrisait d'ordinaire avec agilité. Elle cassa une assiette en porcelaine, trébucha sur le tapis du salon et mit un instant à se ressaisir avant de répondre à l'interphone. Chaque bruit dans la maison la faisait sursauter. Elle guettait les pas, les voix, le moindre signe. Mais Luc restait absent, comme s'il lui laissait de l'espace ou, au contraire, cherchait à fuir ce qui avait été vu. Et pourtant, quelque chose d'essentiel changeait dans la structure même de leur présence respective. Le jeudi après-midi, alors qu'elle s'affairait à polir les boiseries de l'escalier, Claire sentit un regard sur elle. En relevant les yeux, elle le vit, debout au haut des marches. Il l'observait sans un mot, les mains dans les poches de son pantalon gris anthracite, le visage parfaitement neutre. Il ne dit rien. Il descendit lentement, passa à côté d'elle et s'arrêta dans le couloir. Là, d'une voix calme, il demanda « Vous avez besoin de quelque chose pour le déjeuner ?» Claire, prise de court, répondit par un mouvement de tête hésitant. « Non, monsieur, merci. » Il hocha à peine la tête, puis s'éloigna. Mais ce n'était pas rien. C'était la première fois qu'il lui adressait une phrase qui n'était ni directive ni purement fonctionnelle. Ce n'était pas une marque de chaleur, ni même de gentillesse. C'était une infime ouverture, un battement dans le mur de verre entre eux. Et cela la désarma plus que s'il l'avait réprimandée. Le lendemain, elle le croisa de nouveau dans la bibliothèque. Il était rare qu'il y entre pendant ses heures de travail. Il tenait un livre à la main, mais ne semblait pas lire. Elle réarrangeait les ouvrages par ordre alphabétique, selon les consignes strictes qu'il avait laissées dès son embauche. Lorsqu'elle s'approcha d'une étagère près de lui, il se recula légèrement pour lui laisser le passage. Elle s'excusa à voix basse, il ne répondit pas. Mais il ne partit pas non plus.
Il resta là, silencieux, comme s'il s'était habitué à sa présence. Ce furent ses gestes minuscules, ses absences de réaction là où elle craignait des explosions, qui finirent par l'ébranler davantage que n'importe quel affront direct. Elle avait passé sa vie à marcher sur des œufs, à anticiper les colères, à lire les visages pour deviner les attentes. Luc Morel, lui, restait illisible. Son absence de réaction ne signifiait ni indifférence ni pardon. Elle ignorait encore s'il la testait, s'il attendait qu'elle échoue de nouveau ou s'il cherchait simplement à comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là, car il s'était forcément passé quelque chose. Le simple fait qu'il ne l'ait pas renvoyée suffisait à le prouver. Le week-end approchait et Claire sentit le poids de l'accumulation. Elle se réveillait fatiguée, mangeait peu, se parlait à elle-même plus que de raison. Dans cette maison où rien ne débordait jamais, où chaque chose avait une place, elle se sentait désormais comme un meuble déplacé, visible, légèrement décalé. Elle tenta de s'investir davantage dans ses tâches pour retrouver un semblant de contrôle. Elle astiqua les rampes des escaliers jusqu'à les faire briller, repassa les nappes 2 fois, réalisa des inventaires qu'on ne lui avait pas demandés. Tout pour chasser l'image d'elle-même, affalée dans ce fauteuil, les lèvres entr'ouvertes, vulnérable. Le dimanche matin, alors qu'elle finissait de ranger la salle à manger, elle entendit des pas venir de la cuisine. Elle crut d'abord à l'un des livreurs, mais ce fut Luc qui entra. Il portait une chemise ouverte sur un t-shirt blanc, ce qui, en soi, était déjà une surprise. Il ne disait toujours rien. Il regarda la cafetière, puis sortit 2 tasses. Claire s'arrêta. « Je vous en prépare ?» demanda-t-elle par réflexe. « Non, je m'en charge. » Il prépara les 2 cafés sans se presser, puis posa une tasse sur la table. « Vous pouvez vous asseoir si vous avez fini. » C'était un ordre, et ce n'en était pas un. C'était un de ces moments où l'on ne savait s'il fallait obéir ou refuser poliment. Claire hésita une fraction de seconde, puis s'exécuta. Elle prit place en face de lui, sans rien dire. Le café fumait entre eux. Le silence s'étira. Luc but une gorgée, regardant fixement la tasse. Elle fit de même, plus par mimétisme que par goût. Le café était amer. Elle n'osait pas lever les yeux. Il n'y avait rien à dire. Pourtant, tout criait dans ce silence. Et quand elle osa enfin le regarder, elle le trouva déjà tourné vers la fenêtre, le regard perdu quelque part au-delà du jardin. « Vous dormiez profondément l'autre soir. » Il avait parlé sans la regarder. Sa voix était basse, calme. Claire sentit son cœur s'emballer. « Je suis désolée, vraiment, ce n'était pas. Vous étiez fatigué. C'était humain. » Elle se figea. Cette phrase, simple, anodine, était plus qu'un pardon. C'était un constat. Et ce fut à ce moment-là qu'elle comprit que ce qui s'était produit cette nuit-là, même s'il n'avait duré qu'un instant, avait modifié quelque chose d'irréversible. Elle but le reste de son café sans ajouter un mot. Et lorsqu'elle se leva, il ne la retint pas. Il ne dit rien. Mais son silence n'avait plus la même nature. C'était un silence qui, désormais, contenait un secret partagé. Les jours qui suivirent prirent une allure étrange, presque suspendue. Claire, bien qu'ayant repris le cours de ses tâches avec le même sérieux, percevait les variations subtiles dans l'atmosphère de la maison. Ce n'était plus seulement un lieu d'ordre et de silence, mais un espace chargé de tensions feutrées. Rien ne s'exprimait clairement, mais tout se sentait. Les regards de Luc devenaient plus fréquents, mais jamais insistants. Il passait parfois à côté d'elle sans un mot, parfois en ralentissant à peine, comme s'il voulait dire quelque chose et se ravisait toujours au dernier moment. Et Claire, prise dans cette danse muette, apprenait à décrypter les nuances. Une porte laissée entrebâillée, un objet déplacé, une consigne écrite à la main plutôt que tapée. Des micro-changements qui, dans un autre contexte, auraient semblé anodins, mais qui ici, dans cet univers millimétré, prenaient une signification nouvelle. Un matin, en entrant dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner, elle trouva un plateau déjà posé sur la table. Une seule tasse, une seule assiette, un jus d'orange fraîchement pressé. C'était inhabituel. Luc ne prenait jamais ses repas dans la cuisine. Il mangeait dans son bureau ou se faisait livrer lorsqu'il avait des rendez-vous. Elle resta un instant interdite, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un oubli ou d'un geste de l'assistant. Mais à peine avait-elle posé son sac dans le débarras que la voix de Luc résonna depuis la porte. « Asseyez-vous !» Il ne formulait jamais ses demandes comme des ordres directs, mais cette fois, c'était sans ambiguïté. Claire hésita,
puis obéit. Il prit place en face d'elle, servit du café, puis ajouta, en fixant sa tasse, « J'ai pensé que ce serait plus simple. » Elle ne répondit pas. Son cœur battait fort, et le simple fait d'être assise à la même table que lui dans un contexte aussi informel la mettait mal à l'aise. Luc, quant à lui, semblait totalement maître de lui, comme toujours. Il beurra un morceau de pain, croqua dedans avec lenteur, comme s'il voulait faire durer l'instant. « Vous êtes ici depuis combien de temps déjà ?» Claire répondit, un peu surprise par la question. « 4 mois. » Il ne poursuivit pas. Le silence s'installa de nouveau, mais cette fois il n'avait rien de pesant. Il semblait habité par une réflexion intérieure, comme s'il cherchait ses mots. Claire profita de ce moment pour l'observer discrètement. Il avait l'air plus fatigué que d'habitude. Des cernes marquaient ses yeux et ses mains, bien que toujours impeccables, trahissaient une tension nouvelle. Elle se demanda depuis quand il ne dormait plus vraiment. Il finit par rompre le silence d'un ton neutre. « Vous avez changé certaines choses dans la véranda. » Claire hocha la tête. « Oui, j'ai déplacé les plantes pour leur donner plus de lumière. Et j'ai ajouté un diffuseur d'huiles essentielles. Il y avait une odeur de renfermé. » Luc resta silencieux un moment, puis ajouta « C'est plus agréable ainsi. » C'était peut-être un compliment, ou peut-être une simple constatation. Claire ne savait jamais comment interpréter ce qu'il disait. Il ne souriait presque jamais, et ses yeux gardaient toujours cette distance énigmatique. Pourtant, il avait noté, il avait remarqué, et dans ce monde qu'elle croyait figé, cela valait plus que bien des discours. Au fil des jours, ces petits échanges se répétèrent. Luc apparaissait à des heures inattendues, posait des questions anodines, commentait brièvement une tâche accomplie, parfois se tenait simplement dans la pièce pendant qu'elle travaillait, sans dire un mot. Il ne l'interrompait jamais, mais ne s'éloignait pas non plus. Claire se surprit à adapter ses gestes à sa présence, à moduler son rythme, à ralentir légèrement lorsqu'il était là. Ce n'était pas de la gêne, pas encore de la complicité. C'était autre chose, une cohabitation silencieuse. Puis un soir, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Luc entra dans la cuisine alors qu'elle rangeait les derniers couverts. « Vous avez mangé ?» Claire se retourna, un peu surprise par la question. « Non, je dîne chez moi. » Il hocha la tête comme s'il enregistrait l'information, puis resta là, debout, sans rien ajouter. Elle crut qu'il allait partir, mais il se dirigea vers le réfrigérateur, sortit une bouteille de vin blanc et 2 verres. Il en posa un devant elle sans un mot. Claire le regarda, hésita. « Je ne voudrais pas abuser. Ce n'est pas une invitation, c'est du vin. » Il avait dit cela avec une telle simplicité que Claire se sentit stupide d'avoir cru à une intention cachée. Elle accepta, s'assit de nouveau et but une gorgée en silence. Le vin était frais, sec, agréable. Luc s'assit, lui aussi, les jambes croisées, et but lentement. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, échangeant à peine quelques mots. Des banalités, rien d'intime, rien de personnel. Mais il y avait dans ce partage une forme d'étrangeté douce, un territoire neutre où ni l'un ni l'autre ne semblait tout à fait savoir comment se comporter. Quand Claire se leva enfin, elle remercia brièvement. Luc la raccompagna jusqu'à la porte, et au moment où elle franchissait le seuil, il murmura simplement « Bonne soirée, Claire ». C'était la première fois qu'il prononçait son prénom. Elle sentit un frisson la parcourir, sans qu'elle sache exactement pourquoi. Ce n'était pas une déclaration, ni une tentative de séduction, mais c'était une brèche, une faille dans le mur de glace qu'il avait toujours maintenu entre eux. Et cette faille, aussi fine soit-elle, suffisait à tout transformer. Sur le chemin du retour, Claire repensa à chaque mot, chaque geste. Elle savait que rien de tout cela n'était anodin. Luc Morel n'était pas un homme spontané. S'il parlait, c'est qu'il le voulait. Et s'il voulait, c'est qu'il avait réfléchi. Ce n'était pas une invitation au sens habituel. Ce n'était pas un jeu de pouvoir. C'était une tentative. Maladroite, peut-être. Déroutante, certainement. Mais réelle. Et cela suffisait à la troubler bien plus que tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Ce matin-là, la pluie tombait en silence sur les vitres épaisses de la verrière, dessinant des lignes irrégulières sur le verre froid. Claire avait commencé sa journée tôt, déterminée à attaquer le nettoyage des zones de la maison rarement explorées, celles que même Luc semblait oublier. Parmi elles, le sous-sol. C'était un espace large, sec, parfaitement entretenu, divisé en plusieurs pièces. Une cave à vin, une salle de stockage, un ancien atelier
et une pièce fermée à clé qui, jusqu'à présent, ne faisait pas partie de ses tâches. Ce jour-là, pourtant, elle trouva la porte entr'ouverte. Aucun mot, aucun message ne l'autorisait formellement à y entrer, mais elle ne pouvait ignorer l'état de l'atelier. De la poussière s'y était accumulée, trahissant des mois, peut-être des années de négligence. Elle hésita un instant, puis poussa lentement la porte. L'odeur de bois ancien et de papier vieilli emplit l'air. Des étagères couvertes de boîtes en carton et de classeurs alignés bordèrent les murs. Une lampe d'atelier pendait au plafond, son abat-jour métallique couvert de traces de rouille. Claire s'avança avec précaution, effleurant du regard les objets entreposés, des outils oubliés, des cadres vides, une vieille machine à écrire, un globe terrestre cassé. Rien ne semblait avoir été touché depuis longtemps. Elle repéra une boîte posée à part, différente des autres. Elle était couverte de tissu gris, solidement fermée par 2 attaches de cuir. Elle la prit avec soin, l'ouvrit sur la grande table de travail. À l'intérieur, des feuilles jaunies, soigneusement pliées, attachées par un ruban de lin. Des lettres, chacune adressée à un même destinataire, Julien. Aucun timbre, aucune date. Juste le nom écrit d'une écriture serrée et élégante, reconnaissable entre mille. C'était l'écriture de Luc. Claire sentit sa gorge se serrer. Elle n'osa pas lire le contenu des lettres. Ce n'était pas sa place. Elle ne voulait pas franchir cette limite, mais le simple fait de tenir ces lettres dans ses mains la bouleversait. Il y en avait une trentaine, toutes rangées avec une minutie obsessionnelle. Elle les reposa avec précaution, referma la boîte puis la garda quelques instants contre elle, indécise. Le bruit d'un pas derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna brusquement. Luc était là, immobile dans l'encadrement de la porte. Il portait une chemise sombre, légèrement froissée, les manches retroussées. Son regard tomba immédiatement sur la boîte qu'elle tenait encore. « Vous n'auriez pas dû descendre ici », dit-il simplement. Sa voix n'était ni dure ni menaçante. Elle était nue. Claire sentit le poids de sa présence envahir la pièce. Elle reposa lentement la boîte sur la table. La porte était ouverte. Je pensais que... Elle ne termina pas sa phrase. Il s'approcha, fixa la boîte un instant, puis posa une main sur le couvercle, comme pour la protéger. Ses yeux, lorsqu'il les releva vers elle, n'exprimaient ni colère ni surprise. Il semblait las, usé. Il soupira. « Ce sont des lettres que je n'ai jamais envoyées. Cela fait longtemps qu'elles sont là. » Claire ne répondit rien. Elle baissa les yeux, consciente qu'elle se tenait au bord d'un territoire intime, fragile, qu'elle n'avait jamais été invitée à franchir. Luc fit un pas en arrière, puis tourna les talons sans un mot de plus. Elle le regarda s'éloigner lentement dans le couloir, sa silhouette se fondant dans l'obscurité du sous-sol. Lorsqu'il disparut, elle resta seule quelques instants, les mains tremblantes, le cœur battant. Elle remit la boîte à sa place, referma doucement l'atelier, puis remonta à l'étage comme dans un rêve. Le reste de la journée se déroula comme les autres, en apparence. Luc ne reparut pas. Aucun mot n'était échangé, mais tout avait changé. Le soir, en rentrant chez elle, Claire ne parvenait pas à se détacher de l'image de ces lettres. Qui était Julien? Pourquoi tant de mots jamais envoyés? Pourquoi les garder si précieusement? Elle se surprit à imaginer les lignes écrites, les regrets contenus, la colère ou la tristesse qu'elle devait renfermer. Et surtout ce geste, les écrire, les plier, les garder, mais ne jamais les poster. Elle y voyait une forme d'attente inavouée, un lien suspendu que Luc refusait de couper complètement. Le lendemain, Claire redescendit au sous-sol, non pas pour revoir les lettres, mais pour ranger les autres pièces. Elle agissait avec précaution, comme si chaque objet pouvait révéler une part invisible de son employeur. Elle comprenait mieux désormais certains silences, certaines absences. Luc n'était pas seulement un homme secret, il était un homme blessé, habité par quelque chose d'inachevé. Et cela modifiait irrémédiablement la façon dont elle le regardait. Elle se rappelait le ton de sa voix, ce « vous n'auriez pas dû », sans colère. Elle revoyait la façon dont ses doigts avaient effleuré la boîte, presque comme on touche une relique. Il n'avait pas crié, il n'avait pas cherché à l'humilier ou à affirmer son autorité. Il avait juste montré une faille. Claire, qui avait appris à lire les silences mieux que les mots, comprit que cette faille était plus révélatrice que n'importe quelle confession. Dans les jours qui suivirent, Luc devint plus distant encore. Il restait enfermé de longues heures dans son bureau, ne descendait que rarement pour les repas.
Claire poursuivit son travail sans faire de bruit, respectant l'espace qu'il semblait vouloir préserver. Elle ne tenta pas d'engager la conversation, ne mentionna jamais ce qu'elle avait vu. Mais quelque chose avait changé dans sa manière d'être. Elle ne le regardait plus avec la même neutralité. Elle savait désormais que derrière la façade rigide se cachait une histoire, peut-être même un drame. Et cette connaissance changeait la nature de leur lien. Un soir, alors qu'elle refermait les volets de la véranda, elle aperçut Luc dans le jardin. Il marchait lentement, les mains dans les poches, les yeux perdus dans le feuillage sombre. Il semblait parler tout bas, comme s'il s'adressait à quelqu'un que personne d'autre ne pouvait voir. Claire détourna le regard. Ce n'était pas à elle de voir cela. Pas encore. Mais elle comprenait plus que jamais que cette maison ne contenait pas que des meubles et des œuvres d'art. Elle abritait aussi des fantômes, et parmi eux, le nom de Julien flottait comme une énigme suspendue. Et Claire, sans le vouloir, était désormais liée à ce nom. La fin de l'après-midi baignait la maison dans une lumière dorée, douce et trompeuse, comme si rien ne pouvait troubler l'ordre minutieux que Claire maintenait chaque jour. Ce fut à ce moment précis qu'une notification inhabituelle résonna sur l'interphone. Claire, en train de polir les couverts pour un dîner prévu ce soir-là, s'essuya rapidement les mains et se dirigea vers l'entrée. L'écran affichait une silhouette féminine élancée, vêtue d'un manteau beige cintré, les cheveux noués impeccablement, le regard fixe, presque impatient. « Je suis attendue. » Camille Renaud. Claire hésita un instant. Ce nom ne figurait sur aucune des notes reçues de l'assistant de Luc. Mais avant qu'elle puisse demander quoi que ce soit, la voix de Luc se fit entendre depuis l'étage via l'interphone intérieur. « Laissez-la entrer. » Elle obéit, comme toujours, mais le ton de Luc ne lui échappa pas. Froid, contrôlé, sans cette neutralité flottante habituelle. Il y avait une tension à peine contenue dans sa voix. Claire ouvrit le portail, accueillit Camille d'un hochement de tête discret. La femme entra sans un mot, sans même un regard pour elle. Elle avançait avec cette assurance de ceux qui avaient déjà appartenu à un lieu et n'avaient jamais totalement accepté d'en être partis. Luc apparut à la tête des escaliers 1 minute plus tard. Il portait une chemise sombre ouverte sur un col roulé, les cheveux légèrement humides comme s'il venait de sortir de la douche. Son visage resta impassible lorsqu'il vit Camille, mais Claire, qui commençait à percevoir les moindres nuances, remarqua la tension dans ses mâchoires. Ils s'observèrent à quelques secondes, sans échanger de mots. Puis Luc se détourna et lui fit signe de le suivre. Claire retourna dans la cuisine, reprit son travail en silence. Elle préparait la table du dîner. Couverts en argent, verres impeccablement polis, assiettes en porcelaine fine. Elle ne savait toujours pas combien de personnes seraient présentes, car le programme avait changé plusieurs fois. Finalement, elle comprit que le dîner serait privé, uniquement entre Luc et Camille. Ce n'était donc pas un repas d'affaires, malgré la rigueur avec laquelle il lui avait demandé de tout organiser. À 19h précises, Claire servit l'apéritif. Luc et Camille étaient installés face à face dans la salle à manger. L'ambiance était tendue, les échanges rares. Camille parlait peu, mais son ton avait une précision acérée, presque provocatrice. Luc, lui, se contentait de répondre brièvement, évitant les longues tirades. Claire, discrète comme toujours, percevait malgré tout les fragments de phrases qui trahissaient une histoire ancienne. « Tu ne changes pas, Luc, toujours aussi hermétique. Et toi, toujours aussi dramatique. Non, juste plus lucide. » Les vers s'entrechoquaient avec une douceur étudiée. Claire entra et sortit de la pièce comme une ombre, posant les plats avec soin, ne croisant jamais vraiment leurs regards. Mais dans ses oreilles, chaque mot restait gravé. « Alors, c'est ici que tu caches tout ce que tu refuses d'affronter. »« Je ne cache rien, j'organise. »« Organiser n'est pas vivre, tu sais. » Luc ne répondit pas. Il coupa lentement sa viande, le regard fixé sur son assiette. Camille, elle, le fixait toujours, comme si elle cherchait à briser une façade devenue trop épaisse. Claire sentit une vague étrange dans l'air. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était un règlement de compte, silencieux et sans éclat, entre deux personnes qui s'étaient autrefois aimées sans savoir comment se supporter. Lorsque le dîner s'acheva, Claire débarrassa les assiettes sans un mot. Camille s'était levée, avait remis son manteau et s'apprêtait à partir. Avant d'ouvrir la porte, elle s'arrêta une dernière fois, tourna légèrement la tête vers Luc. « Tu as toujours su t'entourer de silence, mais tôt ou tard, il finit par te parler plus fort que les gens. » Luc resta immobile.
Claire, qui observait la scène à distance, sentit son estomac se nouer. Camille quitta la maison. Le claquement sec de la porte résonna longtemps dans le couloir. Puis le silence. Un silence épais, inhabituel, presque hostile. Luc ne réapparut pas de la soirée. Le lendemain, il ne descendit pas. Claire reçut un message bref de l'assistant. Annulation de toutes les tâches liées au bureau de Luc pour la semaine. Pas de repas, pas de nettoyage, pas d'entrée dans ses espaces personnels. Elle comprit immédiatement. Camille avait remué quelque chose de profondément enfoui. Et ce quelque chose était douloureux. Les jours suivants, Claire effectua ses tâches sans croiser Luc. Il restait enfermé, ne communiquait pas. Mais l'ambiance dans la maison s'était altérée. L'air semblait plus lourd, plus saturé. Elle passait près de la porte de son bureau et s'arrêtait parfois sans frapper, se demandant s'il allait sortir. Mais il ne le faisait pas. Il s'isolait complètement, comme s'il cherchait à disparaître. Et pourtant, quelque chose en elle avait changé. Elle ne ressentait plus seulement de la crainte ou de la distance. Elle ressentait une forme de responsabilité, ou du moins une volonté de comprendre ce qui l'avait amenée à cet état. Elle repensa aux lettres, à Julien, à la douleur contenue dans cette boîte au sous-sol. Elle se demanda si Camille avait connu l'existence de ces lettres, si elle avait été témoin de ce lien brisé. Peut-être que oui. Peut-être que cela expliquait son ton tranchant, presque méprisant. Claire n'essaya pas de le confronter. Ce n'était pas son rôle. Elle le savait. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'observer, d'écouter, de guetter le moindre signe de réapparition. Elle savait que Luc n'était pas homme à exprimer ses failles. Et pourtant, ces failles devenaient de plus en plus visibles, dans son absence, dans les pièces qu'il ne touchait plus, dans la façon dont la maison elle-même semblait s'effondrer légèrement, comme si elle se calquait sur son état. Alors, elle prit l'initiative de remettre de l'ordre, non par obligation, mais par instinct. Elle réorganisa les plantes, aéra les pièces, nettoya à fond les espaces communs. Pas pour faire plaisir à Luc, mais pour préserver ce qu'il semblait abandonner. Parce qu'elle voyait désormais ce que personne d'autre ne voyait, parce qu'elle savait qu'il y avait en lui quelque chose de profondément humain, de profondément brisé, et parce qu'elle commençait, sans s'en rendre compte, à s'attacher à cet homme qui ne demandait rien, mais dont les silences devenaient de plus en plus éloquents. La maison semblait s'être figée dans une inertie pesante depuis le départ de Camille. Les jours se succédaient, sans qu'aucun d'eux ne laisse la moindre empreinte tangible. Luc ne descendait plus aux étages inférieurs. Il ne répondait pas aux sollicitations de son assistant, ne participait à aucune réunion, ne touchait au repas que Claire laissait devant sa porte à des heures régulières. Les plateaux revenaient à moitié pleins, parfois intacts. Il ne sortait plus. Et même les rares bruits provenant de son bureau, le froissement d'une feuille, le glissement d'un fauteuil, le claquement d'un tiroir, s'étaient tus. Claire, elle, continuait. Pas par automatisme, mais par lucidité. Elle comprenait que la maison, ce microcosme soigneusement réglé, était en train de s'effondrer avec son propriétaire, et qu'un silence aussi prolongé finissait toujours par réclamer une réponse. Elle ne se voyait pas comme une salvatrice. Elle ne se sentait pas autorisée à franchir certaines frontières, mais à mesure que les jours passaient, elle percevait l'abandon qui s'installait, la poussière qui s'accumulait au rebord des fenêtres, les rideaux qu'on ne tirait plus, les lumières restées allumées toute la nuit. Elle observait, notait chaque détail. Elle comprenait, dans l'économie des signes, que quelque chose était en train de céder. Alors, un matin, après avoir rangé la cuisine, elle monta à l'étage, s'arrêta devant la porte du bureau de Luc et frappa. Une fois, puis une seconde. Aucune réponse. Elle attendit, l'oreille tendue, les muscles tendus. Finalement, elle se permit de parler d'une voix basse, maîtrisée. « Cette maison est pleine de choses que personne ne dit. » Un silence, long, puis le son du verrou qui tourne. Lentement, la porte s'entr'ouvrit. Luc se tenait là, pâle, les traits tirés, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en une semaine. Il ne portait pas de veste, juste une chemise froissée, les premiers boutons ouverts. Son regard était vide, absent, comme perdu dans une brume intérieure. Il ne dit rien, mais ne referma pas la porte. Claire, debout face à lui, soutint son regard sans fléchir. Elle n'attendait pas d'explication. Elle ne cherchait pas à lui arracher des mots. Elle voulait simplement qu'il sache qu'elle était là. Luc se détourna, marcha lentement vers le fond de la pièce, puis, sans se retourner, dit d'un ton neutre « Vous voulez redécorer une pièce ? Le vieux salon est inutilisé depuis des années.
Il faudrait le vider, changer les rideaux, réorganiser l'espace. Claire comprit immédiatement qu'il ne parlait pas de décoration. Il offrait quelque chose. Un projet, une porte ouverte, un geste de retour à la vie. Elle hocha la tête. Très bien. Je m'en occupe. Ce fut tout. Il n'y eut ni remerciement ni justification. La porte se referma et Claire descendit au rez-de-chaussée en silence. Elle se rendit au vieux salon, une pièce oblongue, orientée plein nord, où la lumière semblait se heurter aux murs défraîchis. Les meubles étaient anciens, couverts de draps, les tapis roulés dans un coin. Au mur, un tableau désaccordé montrait un garçon assis sous un arbre, les traits si fins qu'ils évoquaient immédiatement une adolescence à jamais figée. Claire n'avait jamais osé toucher à cette pièce. On lui avait simplement dit qu'elle n'était pas à entretenir. Mais maintenant, elle avait une mission. Elle commença par ouvrir les fenêtres, laisser entrer l'air frais. Puis elle ôta les draps un à un, nettoya les vitres, aspira les tapis. Pendant plusieurs jours, elle transforma progressivement l'endroit. Elle déplaça les meubles, remplaça les rideaux épais par des voilages plus légers, fit livrer quelques plantes, apporta même un fauteuil qu'elle avait acheté d'occasion, confortable et discret, qu'elle plaça dans l'angle le plus lumineux. Luc ne se manifesta pas durant les premiers jours, mais un matin, elle découvrit, sur la table basse qu'elle avait laissée vide, un livre. Il n'était pas là la veille. Un roman sur la réconciliation entre deux frères. Elle comprit que Luc était passé, qu'il avait vu et qu'il répondait à sa manière. La pièce devint peu à peu un lieu de passage. Luc y entra à plusieurs reprises, sans s'annoncer. Parfois, il s'asseyait quelques minutes, prenait un café, lisait quelques pages, puis repartait sans mots. Claire ne le rejoignait jamais quand il y était. Elle voulait qu'il sente que cet espace lui appartenait. Mais elle savait qu'à travers cet échange silencieux, quelque chose se construisait. Une forme de confiance nouvelle, un terrain fragile mais réel. Dans le reste de la maison, la dynamique entre eux se modifia elle aussi. Luc recommença à apparaître au repas, parfois même en cuisine. Il demandait des choses simples. Un café, un plat qu'elle cuisinait bien. Il ne commentait pas le passé. Il ne revenait pas sur Camille, sur les lettres, sur Julien. Mais il était là, et cela suffisait. Claire, de son côté, restait à sa place. Elle ne tentait pas de combler les silences, ne posait pas de questions. Elle apprenait à exister dans cet entre-deux, cette proximité nouvelle, mais dépourvue d'ambiguïté. Mais tout n'était pas si simple. À mesure que Luc retrouvait une forme de présence, Claire sentait une gêne nouvelle dans les regards du personnel. L'intendante, d'habitude distante mais respectueuse, évitait désormais de croiser son regard. L'un des jardiniers, avec qui elle échangeait parfois quelques mots, devint froid, presque méprisant. Il y avait dans l'air une tension latente, un jugement à peine dissimulé. Une employée de maison ne devait pas, aux yeux des autres, occuper une place aussi visible, et encore moins recevoir des gestes de confiance aussi explicites. Un soir, alors qu'elle nettoyait la verrière, Claire entendit une conversation étouffée dans le couloir. Deux membres du personnel discutaient, pensant qu'elle était déjà partie. Elle n'entendit pas tout, mais quelques mots lui suffirent. Elle n'est qu'une domestique, et il la laisse toucher à tout. Ça ne va pas durer, ce genre de favoritisme. Claire se raidit, mais ne réagit pas. Elle termina son travail, rangea les produits, quitta la pièce en silence. Elle ne se sentait pas offensée. Elle comprenait. Dans un monde structuré par les hiérarchies invisibles, toute déviation provoquait un déséquilibre. Elle savait qu'il lui faudrait marcher sur une ligne plus fine désormais, éviter de nourrir les interprétations, rester droite, fidèle à ce qu'elle était. Elle n'était pas là pour gravir les échelons. Elle n'était pas là pour provoquer des conflits. Elle était là parce qu'elle avait trouvé dans cette maison et auprès de cet homme brisé un espace où elle pouvait exister autrement. Ni supérieure ni inférieure, juste humaine. Et cela, dans cet univers figé, était peut-être ce qu'il y avait de plus subversif. L'automne s'installait progressivement à Paris. Dans la maison, la lumière du matin devenait plus pâle, filtrée par les feuilles jaunies qui dansaient au rythme d'un vent constant. Claire, en repliant les rideaux du salon réorganisé, sentait que le rythme avait changé. Luc sortait de plus en plus souvent de son bureau. Il descendait pour déjeuner, prenait parfois un café dans la véranda, s'installait dans le salon en fin de journée. Leur relation, bien que toujours enveloppée de cette réserve mutuelle, avait acquis une régularité nouvelle, presque organique. Mais cette stabilité relative fut brusquement interrompue un jeudi matin,
quand Luc l'attendait déjà dans la cuisine à son arrivée. Il était debout, un dossier à la main, les traits tirés, comme s'il avait passé la nuit à réfléchir à quelque chose qu'il s'apprêtait enfin à dire. « Claire, j'aimerais vous proposer un nouveau poste. » Elle resta figée, sa main encore posée sur la lanière de son sac. Il ne l'avait jamais abordée de cette façon. Ce n'était pas un ordre, ni une remarque en passant. C'était une déclaration nette. Il posa le dossier sur la table, l'ouvrit avec lenteur. « J'ai besoin d'une assistante personnelle. Quelqu'un de fiable, discrète, qui connaisse déjà mes habitudes. Vous êtes la personne idéale. » Claire n'osa pas répondre immédiatement. Les mots résonnaient dans sa tête comme une onde de choc. Elle ouvrit le dossier. À l'intérieur, un contrat pré-rempli. Nouveau titre, conditions révisées, salaire triplé, avantages qui dépassaient de loin tout ce qu'elle avait pu imaginer. Un bureau attitré, un téléphone professionnel, une carte de transport privé. Et surtout, un accès complet aux zones réservées de la maison, aux dossiers de l'entreprise, aux déplacements à venir. Luc, remarquant son silence, précisa « Ce n'est pas une faveur, c'est une décision réfléchie. Vous avez prouvé que vous saviez garder votre place, mais aussi intervenir quand c'est nécessaire. Je veux que ce rôle soit officiel. » Claire referma doucement le dossier. Elle ne regardait pas le papier, mais l'homme devant elle. Elle y lisait un mélange de détermination et de vulnérabilité. Cette proposition, malgré sa forme pragmatique, n'était pas anodine. Elle impliquait une proximité nouvelle, une exposition, une perte de la neutralité protectrice qu'elle avait toujours maintenue. « Je dois réfléchir, dit-elle. » Luc hocha la tête. « Prenez le temps qu'il faut. » Elle sortit ce jour-là plus tôt que prévu. Le contrat sous le bras, elle marcha longuement dans les rues de Neuilly, puis jusqu'au pont de Levallois, là où la Seine prenait une teinte grise et profonde. Elle repensa à son parcours, les années d'instabilité, les humiliations silencieuses, les couloirs anonymes des hôtels où elle avait nettoyé des chambres, qu'on quittait sans un merci. Ce poste représentait plus qu'une promotion. C'était un bouleversement de son statut, une brèche ouverte sur un monde qui, jusqu'ici, lui avait été refusé. Mais elle savait aussi que tout changement de ce genre avait un prix. Elle ne serait plus invisible. On verrait sa montée rapide comme une anomalie. Déjà, les regards dans la maison s'étaient durcis. Certains la saluaient avec froideur, d'autres l'ignoraient tout bonnement. Elle sentait les conversations suspendues à son passage, les murmures étouffés, les hypothèses échafaudées. Elle avait mis les pieds sur un terrain glissant, et cette offre risquait de transformer ce déséquilibre en hostilité ouverte. Elle prit sa décision le lendemain. Lorsqu'elle arriva à la maison, elle se dirigea directement vers le bureau de Luc. Il était assis, penché sur des documents. Elle n'attendit pas qu'il parle. « J'accepte. » Il releva les yeux. Un simple mouvement de tête. Aucun sourire, aucun mot de satisfaction. Mais elle comprit qu'il était soulagé. Il appuya sur un bouton de son téléphone fixe. « Inès prépare les formalités. Claire commencera lundi. » Et tout changea. Dès les premiers jours, le rythme de Claire fut bouleversé. Elle recevait des appels, organisait l'agenda de Luc, gérait les livraisons privées, filtrait les messages personnels et professionnels. Elle assistait à certaines réunions en tant qu'observatrice, prenait des notes, relayait les consignes aux collaborateurs les plus proches. Elle devint l'intermédiaire de confiance, celle par qui passait désormais tout ce qui nécessitait discrétion et efficacité. Son ancien uniforme fut remplacé par des tenues simples mais professionnelles. Elle n'était plus perçue comme le personnel, mais comme une extension directe de Luc. Mais l'adaptation fut rude. Elle sentit rapidement les regards devenir plus insistants. L'équipe administrative de Luc, habituée à travailler dans un cercle fermé, réagit mal à cette nouvelle présence. Une femme de ménage promue en assistante, inacceptable aux yeux de certains. On lui parla parfois sur un ton condescendant, d'autres fois on lui demandait si elle comprenait bien ce qu'on disait. Certains dossiers furent oubliés de manière volontaire. Elle comprit qu'elle n'était pas bienvenue. Luc, fidèle à son caractère, ne fit aucun commentaire. Il laissait les choses se réguler d'elles-mêmes. Il n'intervenait pas, mais Claire savait qu'il observait. Elle sentait son regard sur elle dans les réunions. Il lisait ses notes avec une attention particulière, validait ses décisions sans toujours commenter. Il lui faisait confiance, mais il ne la protégeait pas. Elle devait prouver sa légitimité seule. Et elle le fit. Elle répondit avec rigueur, ne haussant jamais la voix, ne perdant jamais son calme.
Elle corrigeait les erreurs des autres sans les humilier, anticipait les demandes de Luc, prenait des initiatives sans empiéter sur les responsabilités des autres. Elle commença à se faire respecter, non pas pour sa proximité avec le patron, mais pour son efficacité. Cela ne désarma pas tous les antagonismes, mais cela imposa une forme de respect tacite. Avec Luc, la dynamique changea aussi. Ils passaient plus de temps ensemble, dans des contextes variés. Réunions à l'extérieur, trajets en voiture, pauses café dans des hôtels discrets. Mais ils parlaient peu de choses personnelles. La frontière restait en place, et pourtant, chaque geste comptait. Une main qui lui passait un dossier sans même regarder, une remarque murmurée à la fin d'une conférence, un silence prolongé dans un ascenseur. Tout cela dessinait une relation faite de non-dits, de confiance silencieuse, de reconnaissance mutuelle. Mais Claire savait que cet équilibre fragile pouvait se briser à tout moment. Elle sentait que derrière cette nouvelle proximité, une attente se dessinait. Non pas un désir manifeste, mais quelque chose de plus complexe, une interrogation. Jusqu'où cela pouvait-il aller? Que représentait-elle vraiment pour lui? Une employée efficace, une présence rassurante, un souvenir vivant de ce qu'il tentait de reconstruire. Elle ne posait pas la question à voix haute. Elle avançait jour après jour dans ce rôle devenu essentiel. Mais en elle, la tension grandissait. Elle savait qu'une ligne avait été franchie, mais elle ignorait encore où elle menait. Et si elle était prête à aller jusqu'au bout du chemin qu'elle avait elle-même accepté de suivre. La conférence à Lyon n'était pas prévue au départ dans l'agenda de Claire. Elle avait été ajoutée au dernier moment, après une invitation reçue directement par Luc, concernant un événement privé mêlant des figures du monde des affaires et de la haute technologie. Il avait insisté pour qu'elle l'accompagne, non comme une simple assistante logistique, mais comme un véritable relais dans la gestion des contacts sur place. Claire, désormais habituée aux zones grises entre le personnel et le professionnel, accepta sans discuter. Le trajet fut silencieux. Luc, concentré, passait en revue les dossiers sur sa tablette. Claire l'observait par instants, notant les signes d'un épuisement discret mais présent. Une crispation dans la mâchoire, une veine fine battant sous la tempe, un regard qui parfois se perdait au-delà des vitres du train. L'hôtel où ils logèrent était sobre, mais luxueux. Claire eut droit à une chambre confortable, adjacente à celle de Luc. Les règles étaient en clair, discrétion absolue, intervention uniquement sur demande et autonomie sur les moments libres. Lors de la première soirée, alors que Luc assistait à un dîner de partenaires, Claire descendit au bar de l'hôtel pour consulter quelques documents. Elle y croisa un homme dans la cinquantaine, à l'air affable, qui l'observait avec une curiosité non dissimulée. Il lui adressa la parole avec la familiarité propre à ceux qui croient tout savoir dès le premier regard. « Vous travaillez avec Luc Morel, n'est-ce pas ?» Claire, sur ses gardes, répondit par un hochement de tête prudent. « J'ai travaillé pour lui, il y a quelques années. C'est un homme particulier. » Elle ne répondit pas. L'homme poursuivit. « Vous avez entendu parler de Julien ?» Elle sentit son cœur se serrer. Le nom surgit comme une gifle dans l'atmosphère feutrée du salon. Elle se força à rester neutre. C'était son frère, non? Oui, enfin, le cadet. Très différent de Luc. Plus libre. Plus intense aussi. Ils étaient proches, mais tout a éclaté à un moment. Une histoire de famille, de succession, de désaccords profonds. Julien est parti, du jour au lendemain. Disparu. Claire écoutait sans réagir, mais chaque mot entrait comme un éclat de verre dans sa mémoire. Les lettres du sous-sol, les silences de Luc, l'ombre de Camille. Tout se rassemblait en un puzzle dont elle ne connaissait encore que quelques pièces. J'ai toujours pensé que Luc n'a jamais digéré ça. Qu'il a continué à avancer, bien sûr, c'est ce qu'il fait de mieux. Mais à l'intérieur, il était resté bloqué à ce moment-là. L'homme finit son verre, se leva et ajouta « Si vous êtes encore là, c'est que vous avez su voir quelque chose. Faites attention à ne pas vous perdre dans ces blessures. » Claire resta seule, les doigts serrés autour de son verre, les pensées en désordre. Le nom de Julien résonnait maintenant autrement. Il n'était plus un mystère flou, mais un frère disparu. Une absence vécue comme une blessure encore ouverte. Elle repensa aux lettres, au ton de Luc lorsqu'il l'avait trouvé dans le sous-sol, à la phrase qu'il avait prononcée « Ce sont des lettres que je n'ai jamais envoyées ». Elle comprenait maintenant pourquoi. Ces lettres n'étaient pas seulement des regrets, c'étaient des tentatives de reconquête, d'un lien rompu qui avait laissé Luc à jamais incomplet.
Le lendemain, la conférence battait son plein. Claire s'occupait des plannings, vérifiait les listes de participants, répondait à des appels urgents. Luc était impeccable, comme toujours, mais elle percevait une nervosité qu'il ne dissimulait plus complètement. Lors d'une pause, alors qu'il se retrouvait seul dans un salon privé, Claire se risqua à une remarque. « J'ai croisé quelqu'un hier soir, un ancien collaborateur. » Luc leva les yeux, visiblement sur ses gardes. « Il m'a parlé de Julien. » Un silence. Long. Mais cette fois, il ne chercha pas à éviter le sujet. Il inspira profondément, croisa les bras, puis dit d'une voix calme mais tendue « Tout ce qu'on m'a dit sur lui n'est jamais suffisant. Et tout ce que je pourrais dire ne le serait pas non plus. » Claire ne répondit rien. Il continua. « Il est parti. C'est tout ce que je peux affirmer. Il est parti. Et je ne l'ai jamais revu. Je ne sais pas où il est. Je ne sais même pas s'il est encore en vie. Mais chaque jour, je continue à lui écrire. Même si ce sont des lettres sans destinataire, même si c'est absurde. » Elle écoutait en silence, comprenant qu'il ne s'agissait pas d'une confession, mais d'un acte de confiance. Il ne s'excusait pas, ne justifiait rien. Il posait simplement une part de lui sur la table, nue, brute. Elle murmura simplement « Ce n'est pas absurde, c'est humain ». Ils ne reparlèrent pas du sujet. Le reste du séjour se déroula sans incident. Mais dans le train du retour, Claire sentit que quelque chose avait changé. Luc, d'habitude absorbé par ses dossiers, restait silencieux, le regard perdu dans le paysage. Il ne travaillait pas, il ne dictait rien, il regardait, et parfois, il tournait les yeux vers elle, sans insistance, mais avec une sorte de reconnaissance muette, comme s'il acceptait enfin qu'elle sache. De retour à Paris, la maison lui sembla différente. Plus lourde, plus pleine encore de ses souvenirs qui désormais avaient un nom, une histoire, une douleur. Elle entra dans le sous-sol, seule, remit la main sur la boîte. Elle n'ouvrit pas les lettres, mais posa doucement la paume sur le couvercle, comme pour dire à Julien, où qu'il soit, qu'elle comprenait ce qu'il avait laissé derrière lui, que quelqu'un, enfin, portait cette mémoire avec respect. Et elle comprit ce soir-là que Luc n'était pas seulement cet homme froid et méthodique qu'elle avait rencontré, il était aussi un frère en suspens, un homme qui continuait à parler à une absence, et qu'en acceptant de rester à ses côtés, elle avait mis les pieds dans un territoire où les blessures anciennes dictaient les gestes les plus discrets. Elle n'était plus simplement une employée, elle devenait témoin. Et cela changeait tout. La pluie tombait drue sur les vitres du salon ce soir-là. Claire, assise devant son ordinateur dans l'espace qui lui servait désormais de bureau à la maison Morel, compilait les derniers rapports financiers transmis par les partenaires de Luc. Une série d'anomalies l'avait poussée à revérifier les chiffres. Les investissements dans l'une des filiales ne correspondaient pas aux mouvements bancaires enregistrés. Elle décida d'attendre Luc pour en discuter. Mais il n'était pas encore rentré. Son téléphone restait silencieux. Pas de message, pas d'appel. Elle savait qu'il participait à une réunion avec des associés internationaux, un événement de haute importance censé consolider un nouveau partenariat. Pourtant, une inquiétude insidieuse s'installait. Aux alentours de 22 heures, le claquement sec de la grille l'attira de sa concentration. Elle regarda par la fenêtre. Luc venait d'arriver. Il ne prenait même pas la peine d'ouvrir un parapluie. Son costume sombre était trempé, ses épaules courbées, son pas inhabituellement lent. Claire descendit à sa rencontre, mais il refusa son aide d'un simple geste de la main. Ce n'est pas le moment. Elle le regarda monter les escaliers, puis entendit la porte de son bureau claquer. Elle resta un instant immobile, tentant de deviner ce qui venait de se passer. L'ambiance dans la maison changea immédiatement. Ce n'était plus la tension ordinaire, ni la distance soigneusement maintenue entre eux. C'était autre chose. Un effondrement en marche. Invisible, mais irréversible. Le lendemain matin, elle trouva la salle à manger déserte. Aucun petit déjeuner, aucun mot, aucun signe de vie. Elle alla frapper à la porte du bureau. Silence. Elle n'osa pas insister. Quelques heures plus tard, l'assistant de Luc l'appela discrètement. Camille a publié des documents confidentiels. Des contrats, des échanges de courriels, des notes internes. Elle les a envoyés à plusieurs médias économiques. C'est une attaque directe. Claire sentit son estomac se contracter. Elle comprenait maintenant. Camille n'avait pas seulement voulu le confronter personnellement. Elle avait préparé cette attaque depuis leur dernier échange, peut-être même avant. Une vengeance froide, méthodique, qui visait à le déstabiliser sur tous les fronts. Durant la semaine, les journaux spécialisés commencèrent à évoquer
des failles de gestion au sein du groupe Morel, une série de décisions risquées et des flux financiers suspects dans une filiale en Europe centrale. Luc refusa de faire la moindre déclaration publique. Il annula toutes ses apparitions, ferma les bureaux secondaires, coupa temporairement les canaux de communication avec les investisseurs. Dans la maison, le silence devint total. Claire, elle, poursuivait son travail comme si de rien n'était. Elle préparait les documents, répondait aux courriels urgents, organisait les tâches quotidiennes. Mais elle ne croisait plus Luc. Il restait enfermé dans son bureau, parfois pendant 48 heures d'affilée, ne sortant que tard dans la nuit pour se rendre dans le jardin sans but apparent. Il ne mangeait presque plus, ne dormait pas. Elle voyait les traces de son passage, des tasses de café froides, des feuilles griffonnées, des documents abandonnés sur le sol. Un soir, alors qu'elle venait de terminer un appel avec un partenaire inquiet, elle entra discrètement dans le bureau, pensant qu'il n'y était pas. Mais Luc était là, assis dans l'obscurité, la tête entre les mains, entouré de dossiers éparpillés. Il ne releva même pas les yeux. « Vous devriez rentrer, Claire. Il n'y a plus rien à sauver ici. » Elle s'approcha lentement, resta debout à quelques mètres. « Vous dites ça parce que vous avez peur, mais ce n'est pas fini. » Il releva enfin la tête, ses traits tirés, les yeux rougis par la fatigue. « Vous ne comprenez pas. Ce monde n'était pas le vôtre. Vous êtes venu d'un univers où tout devait être gagné par la discrétion. Ici, tout se paie en visibilité, et cette visibilité est devenue mon ennemi. Je suis ici parce que je crois que vous valez plus que ce que ces documents veulent faire croire. Et je sais reconnaître un homme en train de sombrer. » Il éclata d'un rire bref, amer. « C'est précisément pour ça que vous ne devriez pas rester. Vous n'avez pas à supporter ça. Vous méritez un endroit où vos efforts ne sont pas engloutis dans les ruines des autres. » Claire se sentit atteinte, non par le ton de sa voix, mais parce que ses mots sous-entendaient qu'il la rejetait non pour la protéger, mais parce qu'il croyait ne plus rien pouvoir offrir d'autre qu'un désastre. Il la repoussait pour mieux s'enfermer dans sa propre chute. Elle quitta la pièce sans rien dire. Elle comprenait qu'aucun argument ne suffirait. Il fallait attendre, observer, trouver un autre angle. Le lendemain, elle ne se présenta pas au bureau. Elle laissa simplement un dossier complet sur la table de la salle à manger, avec tous les documents liés à l'affaire Camille, les preuves croisées de falsification dans les courriels divulgués et une note succincte. « Ce n'est pas terminé si vous décidez de vous battre. » Puis, elle rentra chez elle. Elle ne reçut aucun message ce jour-là, ni le suivant. Mais au matin du 3e jour, elle trouva un courrier glissé sous sa porte, sans signature. Une simple feuille. 2 mots, merci. Continuez. Elle savait que cela ne signifiait pas qu'il allait sortir de son isolement immédiatement. Mais c'était un signe. Il avait lu. Il avait compris qu'elle ne l'avait pas abandonné et qu'elle refusait de faire partie de ceux qui l'avaient laissé tomber. La maison restait silencieuse, l'entreprise en crise, les ennemis actifs. Mais quelque chose venait de se rallumer, faiblement, discrètement. Et Claire, malgré l'usure, malgré les regards extérieurs, malgré le doute qui la rongeait chaque jour un peu plus, tenait bon, parce qu'elle croyait encore qu'un homme ne devait pas être réduit à sa chute, et que parfois, le simple fait de rester suffisait à changer l'issue. Claire n'avait jamais été femme à écrire pour parler d'elle-même. Les mots, pour elle, avaient toujours servi à répondre aux autres, à obéir, à confirmer une tâche, à transmettre une information. Mais ce soir-là, dans son petit appartement de Montreuil, avec la lumière jaune de la cuisine filtrant sur la table, elle sentit le besoin de déposer ce qu'elle portait en silence depuis trop longtemps. Une colère douce, une fatigue ancienne, une loyauté qu'elle n'avait jamais formulée autrement que par ses gestes. Elle avait d'abord pensé à un simple message. Quelques phrases, un mot bref, une ligne déposée dans l'enveloppe. Mais les phrases se succédaient dans sa tête, refusant de rester dans l'ombre. Alors elle s'installa, sortit une feuille vierge et écrivit. Pas vite, pas sous l'impulsion. Elle écrivait comme elle nettoyait autrefois les boiseries de la maison Morel, avec minutie, avec respect, avec une attention silencieuse pour ce que personne d'autre ne voyait. Elle raconta comment elle était arrivée là, non pas par ambition mais par nécessité. Comment elle avait cru au début qu'il ne la voyait pas vraiment, qu'elle n'était qu'une silhouette parmi les autres. Elle évoqua le fauteuil du bureau, ce soir d'épuisement où tout avait changé sans qu'elle sache l'expliquer.
Elle parla de cette façon étrange qu'il avait de ne jamais poser les mauvaises questions, de sa manière de la faire exister sans jamais la nommer. Puis elle écrivit ce qu'elle n'avait jamais osé dire à haute voix, qu'elle était restée parce qu'elle l'avait vu, lui. Pas l'homme d'affaires, pas le patron, pas le personnage public, mais l'homme assis dans l'obscurité, entouré de lettres non envoyées, rongé par une absence qu'il refusait de formuler. Elle raconta ce qu'elle avait compris, petit à petit, dans les silences, les gestes, les renoncements. Elle ne parlait pas d'amour. Ce n'était pas ça. C'était plus nu, plus profond, plus fragile. Elle parlait de reconnaissance, d'avoir trouvé dans ce lieu où rien ne devait jamais dépasser, un endroit où elle pouvait enfin être utile sans être invisible. Elle signa simplement « Claire », puis elle replia la feuille, la glissa dans une enveloppe blanche sans y écrire de nom. Elle la garda toute la nuit sur sa table de chevet, pensant la remettre le lendemain. Mais le lendemain, en franchissant les grilles de la maison, elle sut qu'elle ne la remettrait pas. Il y avait dans l'air une forme de calme inattendu. La maison n'était plus figée. Elle n'était pas revenue à la vie, non, mais elle respirait autrement. Luc était descendu pour prendre un café. Il avait même salué 2 employés dans le couloir. Il s'était enfermé dans son bureau avec un consultant, avait tenu une réunion à distance, avait demandé à Claire de préparer 3 dossiers pour la semaine suivante. Elle sentait que quelque chose recommençait, lentement, une reconstruction minuscule, mais réelle, et elle comprit que sa lettre n'avait plus besoin d'être lue, que ce qu'elle avait écrit devait rester à elle, une preuve silencieuse de ce qu'elle avait traversé, sans qu'il soit nécessaire de le dire. En fin de journée, elle déposa discrètement l'enveloppe sur le fauteuil du bureau, celui-là même où elle s'était endormie des mois plus tôt. Elle n'ajouta rien, pas de nom, pas d'explication. Elle savait qu'il comprendrait, et il comprit. Le soir même, elle avait à peine quitté la maison que Luc découvrit l'enveloppe. Il la prit entre ses doigts, la tourna un instant, puis la glissa dans la poche intérieure de sa veste sans l'ouvrir. Il ne lut pas tout de suite. Ce geste pourtant disait assez qu'il savait, qu'il reconnaissait ce qu'elle avait offert, pas un aveu, pas un cri, juste une vérité écrite avec calme. Le lendemain, Luc l'attendait dans le couloir, chose rare. Il n'avait pas changé d'expression, ni modifié son ton. Mais dans ses yeux, une chose avait glissé. Il n'y avait plus la même barrière. Il l'observa quelques secondes, puis dit simplement « Si vous souhaitez partir, je le comprendrai. » Claire le regarda, droite. « Je n'ai jamais pensé à partir. » Luc hocha la tête. Un silence s'installa entre eux, mais cette fois, il n'était plus un vide. Il était un espace où quelque chose pouvait naître. « Je ne veux pas que vous restiez par devoir. Je reste parce que j'ai choisi d'être là. Pas pour réparer ce qui ne peut pas l'être, pas pour vous suivre, mais pour continuer ce que j'ai commencé. » Il ne répondit pas tout de suite. Il la regardait autrement. Pas comme une employée, pas comme une confidente, mais comme quelqu'un qu'on reconnaît enfin à hauteur d'égale. Il ne la remercia pas. Il ne tenta pas de la convaincre. Il dit seulement « Dans ce cas, il faut poser de nouvelles bases. » Et Claire comprit que, pour la première fois, il ne parlait plus en tant qu'homme de pouvoir, mais en tant qu'homme prêt à offrir un terrain commun. Ni au-dessus, ni en dessous. Simplement côte à côte. Elle hocha la tête. Ce soir-là, elle rentra chez elle sans tristesse, sans incertitude. Elle savait que tout n'était pas réglé, que les blessures étaient encore ouvertes, que les tensions allaient persister. Mais la maison n'était plus la même, et elle non plus. La lettre, restée dans sa poche, existait désormais comme un témoin silencieux de ce qu'ils avaient traversé. Un fil tendu entre 2 existences qui avaient fini par se rencontrer, sans promesse, sans illusion, mais avec une lucidité rare. Et cette lucidité-là valait plus pour elle que n'importe quel mot d'amour mal formulé. L'accord tacite passé entre Luc et Claire ne fut jamais consigné dans aucun document, ni accompagné d'une poignée de main, ni même formulé par une phrase entière. Il naquit de la constance des jours qui suivirent, de la rigueur douce avec laquelle Claire poursuivit son travail et de la façon dont Luc modifia sa propre posture, non par grands discours, mais par des gestes clairs. La première mesure qu'il prit fut de formaliser un nouvel organigramme pour la maison et pour ses affaires privées. Claire y figurait désormais officiellement comme gestionnaire de domaine, un rôle qui dépassait largement les anciennes attributions d'assistante personnelle. Elle avait autorité sur les fournisseurs, supervisait les budgets logistiques et assurait un lien direct avec les équipes de communication et d'investissement.
plus personne ne pouvait douter de sa place. Mais plus important encore que ce rôle était la manière dont Luc s'en servait. Il ne la mettait jamais en avant comme un trophée, ne la présentait pas comme celle qu'il avait soutenue pendant la tempête. Il la traitait comme un élément fondamental du fonctionnement actuel de sa vie. Et cette normalité nouvelle, bien que discrète, valait toutes les reconnaissances formelles. À l'intérieur de la maison, la résistance s'amenuisait. Certains employés réticents demandèrent leur transfert. D'autres, plus anciens, s'adaptèrent progressivement à cette nouvelle dynamique. Claire, fidèle à elle-même, ne cherchait ni vengeance ni revanche. Elle n'exigeait aucun traitement particulier. Elle continuait de travailler avec la même attention, la même discrétion. Mais elle tenait désormais sa place sans avoir à se justifier. Dans la maison, les pièces reprenaient vie. Le salon rénové, autrefois inhabité, était devenu un lieu de passage fréquent, parfois même un espace de réunion impromptue. Luc y passait souvent ses débuts de soirée, lisant ou écoutant de la musique, et y accueillait parfois des collaborateurs en petit comité. Claire veillait à ce que l'espace reste accueillant mais sobre, à l'image de ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle n'y passait jamais de longues heures, mais s'y arrêtait parfois à la tombée du jour pour vérifier une plante, ajuster un coussin ou déposer un livre que Luc pourrait aimer. Luc, de son côté, engagea plusieurs démarches discrètes mais significatives. Il reprit contact avec une cousine éloignée qu'il n'avait pas vue depuis l'enterrement de ses parents. Il demanda à Claire de l'aider à constituer un dossier sur les activités sociales qu'il souhaitait développer en mémoire de Julien. Ces projets n'avaient rien de spectaculaire. Financement d'une petite structure éducative en province, bourse pour jeunes musiciens, soutien à des ateliers de médiation culturelle. Mais il voulait que chaque initiative porte le nom de Julien. Claire s'impliqua personnellement dans la coordination de ces projets et y mit une énergie calme, méthodique, presque émotive. Elle ne posait jamais de questions, mais chaque avancée semblait être pour elle une manière silencieuse d'alléger une dette invisible. Un après-midi, alors qu'elle classait des documents dans l'annexe du bureau, elle tomba sur un petit carnet noir, non identifié. Elle l'ouvrit par curiosité. C'était un carnet de notes personnelles de Luc, rempli de phrases inachevées, de pensées griffonnées à la hâte, de débuts de lettres sans destinataire. Elle reconnut, entre deux paragraphes illisibles, une phrase qui la frappa. « On ne répare pas le passé, mais on peut choisir ce qu'on en garde vivant. » Elle referma le carnet, sans en parler. Elle savait que Luc ne l'aurait pas laissé traîner par erreur. Ce n'était pas un oubli. C'était une fois encore une manière de dire sans dire, de montrer sans s'exposer. Depuis son retour progressif à la vie publique, il avait appris à faire confiance autrement, à déléguer, à partager. Il restait un homme réservé, parfois encore distant. Mais Claire comprenait maintenant que cette distance n'était plus un mur, c'était un espace qui lui permettait d'exister à sa façon, sans devoir ressembler aux autres. Un jour, Luc réunit quelques membres de son équipe dans le salon. Claire était là, bien sûr, mais cette fois, il s'adressa à elle devant tous. Il parla des récentes transformations de sa société, des difficultés rencontrées, des décisions prises. Puis, il se tourna vers elle et dit simplement « Rien de cela n'aurait été possible sans la rigueur de Claire Dupuis. Je ne parle pas de loyauté ni de soutien moral. Je parle d'intelligence, d'endurance et de présence. Elle n'a pas cherché à m'aider. Elle a fait ce qu'il fallait faire, même quand je n'étais pas capable de le demander. Ce fut la seule fois où il exprima publiquement ce qu'elle représentait pour lui. Claire, debout, resta droite, les mains croisées devant elle. Elle ne baissa pas les yeux. Elle ne rougit pas. Elle répondit par un simple hochement de tête. Les autres acquiescèrent. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de discours. Mais ce moment scella définitivement sa légitimité dans l'univers de Luc. Et pourtant, malgré tout ce qu'ils avaient à traverser ensemble, il restait entre eux une conversation non résolue, un espace suspendu, une question qui n'avait jamais été posée, ni sur ce qu'ils étaient devenus, ni sur ce qu'ils voulaient être demain. Claire n'était pas pressée. Elle savait que certaines réponses n'étaient pas nécessaires tant que les gestes restaient justes. Mais parfois, dans le silence du soir, lorsqu'elle quittait la maison et regardait une dernière fois les fenêtres allumées du bureau de Luc, elle se demandait ce qu'il restait encore à dire, et si un jour, l'un des deux oserait ouvrir ce chapitre-là. Elle n'était plus une simple employée, il n'était plus un simple patron. Ils avaient, chacun à leur manière, reconstruit quelque chose d'inédit à partir des ruines. Mais une dernière pièce manquait encore à cette structure nouvelle.
Et il savait, sans se le dire, que le moment viendrait où il faudrait la poser ensemble. C'était un jeudi à la fin de l'hiver. Le ciel était clair mais froid, et la lumière de fin de journée dessinait de longues ombres dans les pièces de la maison. Claire, rentrée chez elle exceptionnellement plus tôt, pensait passer une soirée sans surprise. Elle avait rangé ses dossiers, pris une douche rapide, préparé un thé brûlant, et s'était assise dans son fauteuil, celui qu'elle avait acheté un an plus tôt avec ses premiers salaires réguliers à la maison Morel. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne ce soir-là, et encore moins à ce que Luc franchisse la porte. Il était là, dans son salon, assis dans le fauteuil en cuir brun qui trônait dans le coin le plus calme de la pièce. Le même fauteuil que celui du bureau, dans sa maison. Claire ne l'avait pas entendu entrer. Il avait la même posture que ce jour où elle l'avait vu pour la première fois, dans l'encadrement de la porte de son bureau, quand elle s'était endormie là, épuisée. Cette fois, c'était lui qui semblait fatigué, pas brisé, pas perdu, juste vidé et prêt. Il tenait une enveloppe dans la main, une enveloppe simple, blanche, repliée 2 fois. Claire resta debout, figée. Il leva les yeux vers elle. Aucun sourire, mais un calme nouveau. « Je ne suis pas venu pour te déranger, dit-il, ni pour poser une question. » Il tendit l'enveloppe. Elle la prit, sans rien dire. Elle n'avait pas encore ouvert la bouche. L'enveloppe était légère, mais son poids semblait immense. « Je l'ai écrite il y a 3 jours, et je savais que je ne pourrais pas te la remettre tant que je ne serais pas prêt à te la lire, s'il le fallait. » Claire s'assit doucement sur le bord du canapé. Elle ouvrit l'enveloppe. 3 pages manuscrites. L'écriture de Luc, droite, dense, presque nerveuse. Elle ne lut pas à haute voix. Elle commença à parcourir les lignes, concentrée. Il parlait de ce qu'il n'avait jamais dit, du départ de Julien, de la colère, de la honte, du silence qu'il avait nourri comme une dette. Il parlait de Camille, non pas comme d'une ennemie, mais comme d'un miroir qu'il avait refusé de regarder trop longtemps. Il parlait de lui non comme d'un homme en contrôle, mais comme d'un homme en sursis, incapable de faire la paix avec ce qu'il avait perdu. Puis il parlait d'elle, pas avec de grands mots, pas avec des phrases romanesques. Il disait qu'il avait essayé de comprendre ce qu'elle faisait là, jour après jour, sans demander rien. Il disait qu'elle lui avait montré ce que personne d'autre n'avait su lui offrir, une présence sans condition, une parole sobre, une main qui ne poussait pas, qui ne retenait pas, juste une main qui restait là, ouverte. Il écrivait qu'il ne savait pas ce qu'elle attendait de lui et qu'il n'allait pas prétendre pouvoir lui offrir ce qu'elle méritait, mais qu'il voulait, s'il le pouvait, commencer quelque chose de vrai. Pas un rôle, pas un lien flou, un accord entre 2 personnes qui se choisissent avec lucidité. Claire releva enfin les yeux. Elle le regarda longuement. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, à toutes les fois où elle avait voulu lui tendre la main sans savoir s'il la prendrait, à chaque silence chargé de sens, à cette loyauté silencieuse qui s'était transformée en quelque chose d'autre, qu'il n'avait jamais nommé. Et elle dit simplement « On peut commencer ici. » Luc hocha la tête. Il ne tenta pas de se rapprocher. Il resta assis, mais son regard s'allégea. Il n'y avait plus de tension, plus d'attente. Juste la clarté d'un moment où 2 personnes savaient qu'elles étaient arrivées au bout d'un trajet et qu'il ne restait plus qu'à faire le pas suivant. Ils parlèrent peu ce soir-là, pas parce qu'ils n'avaient rien à se dire, mais parce que tout avait déjà été dit autrement, par les jours partagés, par les gestes, par les absences traversées ensemble. Claire lui servit du thé. Il accepta sans commentaire. Ils restèrent là, un long moment, à écouter les bruits lointains de la rue. 2 silhouettes dans une pièce modeste, sans luxe, sans drame. Et c'est peut-être là que tout prit enfin son sens. Ce n'était pas une histoire de pouvoir, ni de réparation. Ce n'était pas une histoire d'amour telle qu'on la raconte dans les livres. C'était autre chose. Une rencontre entre 2 solitudes qui avaient appris à ne plus fuir. 2 existences qui s'étaient croisées au moment exact où elles pouvaient se reconnaître, sans avoir besoin de se sauver. Le passé ne disparut pas ce soir-là. Il continua d'exister. Les absents restaient absents. Les douleurs ne s'effaçaient pas. Mais pour la première fois, ils n'étaient plus aux commandes. Luc et Claire n'étaient plus définis par ce qu'ils avaient perdu. Ils étaient désormais libres de construire ensemble quelque chose qui n'appartenait à personne d'autre. Et cela, dans un monde fait de murs, de statues, de silences imposés, était peut-être la forme la plus rare de liberté.